Quand la guerre en Ukraine a débuté, j'ai d'abord évoqué l'impact sur la chaîne mondiale de l'énergie et de l'alimentation. Et une autre chose que j'ai également mentionnée, c'est que ce soit Lula ou Bolsonaro, cela n'allait pas vraiment interférer. Parce que l'éloignement du Brésil ne se produisait pas seulement pour des raisons idéologiques, en l'occurrence à cause du spectre politique de Bolsonaro. Être hostile au bloc des pays du G7, mais parce que c'était quelque chose à un niveau beaucoup plus profond, au niveau géopolitique. Et je pense que c'est là que les dirigeants européens et américains se sont trompés avec Lula. Ils pensaient que le rapprochement de Bolsonaro avec Poutine n'était qu'une simple provocation. Et comme cela arrive toujours en politique, ceux qui portent les lunettes de l'idéalisme et non du réalisme finissent aveugles et commettent néanmoins des erreurs. Et maintenant, il est clair qu'ils sont déçus par Lula, même après l'avoir soutenu. Et la raison de cela, qui sont nombreuses, mais c'est principalement dû à la question alimentaire. Ou plutôt des matières premières, contrairement à ce que les passionnés de technologie ont tenté de vendre ces 20 dernières années. Donc, c'est quelque chose qui a encore un poids énorme sur la scène internationale et qui ne sera pas invalidé de sitôt. D'ailleurs, la guerre en Ukraine a encore renforcé cela. Et maintenant, cela est aggravé par la sortie de la Russie de l'accord du corridor de la mer Noire. La mer Noire est la mer située au sud de l'Ukraine. Maintenant, voyez que la production ukrainienne, qui jusqu'en 2022 était l'un des plus grands producteurs alimentaires du monde, passait. Elle était écoulée sur le marché mondial. Par ici, par le port d'Odessa, Mykolaïv, Youjny et Chornomorsk. La carte militaire montre que tout le sud de l'Ukraine est occupé par les forces russes. Alors il ne reste plus que cette partie au sud-ouest du pays, où se trouve Odessa. Où les navires marchands doivent-ils aller ? Ils ont besoin de la garantie russe qu'ils ne seront pas attaqués pour pouvoir entrer et sortir du port. Et d'ici de la mer Noire, ils passent quand par les détroits turcs et partent d'ici. Soit ils vont vers l'ouest, vers la Méditerranée et Gibraltar, soit vers le sud, par le canal de Suez, pour être acheminés dans le monde entier. Mais sans la garantie russe, les Ukrainiens ne peuvent rien faire. De juillet 2022 à juin 2023, ils ont exporté 32 millions de tonnes de produits, comme le blé. Le problème, c'est qu'il y a encore environ 18 millions de tonnes stockées dans des silos dans la région. Et elles ne sortiront pas, à moins que les Russes n'autorisent leur sortie. Et tout indique qu'ils ne vont pas le permettre. D'ailleurs, les Russes ont bombardé ces silos. Et la raison pour laquelle les Russes ne veulent pas et sont pas autorisés la navigation dans la région, c'est parce qu'ils ne veulent d'un coup pas courir le risque que des navires ukrainiens amènent dans l'ensemble des soldats ici, en Crimée, où ils pourraient en commettre des sabotages et d'autres types d'attentats. L'an dernier, les Ukrainiens ont enfreint au moins 5 ou 6 fois l'accord de ne pas utiliser la région d'Odessa pour des attaques, donc les Russes ne veulent plus prendre de risques. Pour que vous compreniez le dilemme de la situation, il faudrait environ 700 navires transportant 26 000 tonnes chacun pour écouler cette production ukrainienne. Étant donné qu'à la fin du mois d'août commence la récolte ukrainienne, cette production doit donc être exportée, sinon elle va s'accumuler. Et, pour aggraver les choses, les Ukrainiens n'ont pas où stocker cette récolte, car la plupart des silos sont encore pleins de la récolte de l'année dernière. Ou plutôt, les silos qui restent, ceux qui n'ont pas été détruits par les Russes, ils ne pourront pas exporter à cause de la guerre. Et une chose importante, c'est que cela a probablement été la dernière production ukrainienne significative pour le marché mondial. Donc, dans les prochaines années, nous ne verrons aucune contribution significative de l'Ukraine au marché alimentaire mondial. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, à cause du manque de main-d'œuvre causé par la guerre. Deuxièmement, parce que la plupart des terres productives se trouvent précisément là où ont lieu les combats. Et c'est précisément sur ces terres que se trouve la plus grande concentration de mines terrestres au monde. Et il faudra des décennies pour enlever toutes ces mines. Donc cette zone productive restera improductive pendant de très nombreuses années. Troisièmement, que les Ukrainiens n'ont tout simplement pas la capacité d'obtenir du matériel là-bas. Et quatrièmement, à cause du manque de capacité logistique que j'ai mentionné. Même par voie main terrestre, leurs chemins de fer sont insuffisants, etc. Alors nous avons vu le 4e plus grand exportateur de blé au monde, le 4e de maïs et le 7e de soja.
passer de ses positions d'une année à l'autre pour devenir importateur de nourriture. C'est-à-dire que le pays, qui était l'un des plus grands exportateurs des céréales les plus consommées au monde, est désormais exclu, pour une durée indéterminée, de la chaîne de production mondiale. Les gens ignorent à quel point c'est un choc. Parce qu'avec l'explosion des prix des denrées alimentaires, nous verrons de plus en plus de turbulences et de conflits civils, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique. D'ailleurs, au Moyen-Orient, la dernière fois qu'on a assisté à une explosion des prix alimentaires, cela a abouti au printemps arabe en 2011. Mais quel est le rapport avec le Brésil ? Il y en a pour deux raisons. D'abord, la pression alimentaire sur le Brésil sera immense, ce qui peut, selon le contexte, être une bonne chose. Du moins jusqu'à présent, cela a été positif. Et la deuxième, c'est que cela va fortement renforcer une relation triangulaire entre le Brésil, la Chine et la Russie. Ce qui va éloigner encore plus le Brésil de l'axe de l'Atlantique Nord, ce qui les rendra encore plus frustrés. Quand Bolsonaro a négocié avec Poutine pendant la guerre, beaucoup l'ont critiqué, mais en réalité c'était une bonne décision. Alors que le monde entier a commencé à paniquer face au manque d'engrais, le Brésil a réussi à en obtenir une quantité si grande qu'il en restait encore assez pour en revendre à d'autres pays. D'ailleurs, il est important de clarifier cela parce que certaines chaînes qui ne sont ni spécialisées en géopolitique, ni en économie, ni même en agroalimentaire, ont fini par en parler de manière mensongère. Quoi, les navires russes et nord-russes transportant des engrais n'allaient même pas quitter la Russie à cause de l'assurance ou du manque de pièces détachées, Mais évidemment, ils se sont trompés, parce que tous ces navires sont arrivés. Les engrais sont arrivés. Et en plus, malgré toutes les sanctions, les États-Unis ont fait, voyez l'ironie, une exception pour les engrais et ont acheté une énorme quantité d'engrais russes pendant la guerre. Donc cela montre clairement comment les intérêts nationaux et la géopolitique finissent toujours par l'emporter sur l'idéalisme. Le gouvernement Lula a eu raison sur sa position envers la Russie. Parce que la raison de cela, comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo ici sur la chaîne, serait la même que ce soit Lula ou Bolsonaro. La vérité, c'est que la géopolitique a poussé le Brésil loin du G7 et l'a rapproché d'autres acteurs. Plus précisément la Russie, la Chine et l'Arabie Saoudite, même si ce ne sont pas nécessairement les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, car notre relation avec les Sud-Africains et les Indiens reste encore très faible. En regardant ces graphiques, on voit que les exportations du Brésil ont fortement augmenté. Et pas seulement en volume de dollars, mais aussi dans la part que les exportations représentent dans le produit intérieur brut brésilien. Et cela parce que ce graphique ne va que jusqu'en 2021, c'est-à-dire avant la guerre en Ukraine, lorsque les exportations représentaient 20% du produit intérieur brut du Brésil. Et si on regarde ce qui a été exporté et acquis, on voit clairement cette forte relation avec la Chine qui à elle seule représente 3 fois plus que le deuxième, les États-Unis. Et si nous regardons les détails pour le marché chinois, il est encore plus clair que la grande majorité concerne des produits alimentaires. Alors que si nous regardons les détails pour le deuxième, les États-Unis, nous verrons qu'il s'agit en majorité de matières premières minérales et énergétiques. Et comme je l'ai dit, ce sont des données de 2021, c'est-à-dire d'avant la guerre. Parce que si nous regardons pour 2022, nous verrons que cela s'est maintenu. Et sur le marché chinois, il est notoire que le Brésil a augmenté sa participation d'année en année. La part de la Chine dans le produit intérieur brut brésilien a augmenté jusqu'en 2020 année de la pandémie. Elle continue de se contracter. À l'avenir, nous pourrons même parler du mouvement économique chinois qui est pour le moins suspect. Aujourd'hui, la vidéo se concentre sur le Brésil, parce que le Brésil a élargi sa participation sur le marché chinois. Cela est dit dû à l'agro-business, à l'éloignement des États-Unis vis-à-vis de la Chine et au rapprochement du Brésil avec la Russie. En observant les exportations russes vers le Brésil, on constate que ce pays jouait un rôle mineur dans le commerce extérieur russe. 2022, l'année de la guerre. Cela a probablement augmenté, je dis probablement parce que la Russie n'a pas encore publié les données économiques de 2022 pour des raisons évidentes. Ils ne veulent pas montrer l'impact réel des sanctions sur le pays. Mais si l'argent chinois a alimenté l'agro-business brésilien ces dernières années, Botror. Dès 2022, la baisse de la présence ukrainienne sur le marché mondial et les restrictions russes en Occident montrent comment la guerre a profité au Brésil.
dans le sens où le Brésil assume désormais une partie du rôle que ces deux pays jouaient dans l'approvisionnement alimentaire mondial. Avec l'année 2022 et surtout à partir de 2023, le Brésil a élargi le nombre de ses clients. Si l'on regarde les données d'exportation brésiliennes des mois de mars, avril, mai et juin 2023 et qu'on les compare à celles des années précédentes, il est clair que le Brésil exporte plus que jamais. Et comme je l'ai dit, cela est dû à cette relation triangulaire entre le Brésil, la Chine et la Russie. Parce que si l'on regarde le rôle des importations de la Russie vers le Brésil, on voit qu'il a explosé. C'est-à-dire que le Brésil achète plus que jamais à la Russie. Et on peut voir que la grande majorité des importations, plus de 70% du commerce, ce sont justement des engrais. En résumé, l'abondance des engrais russes approvisionne l'agro-industrie brésilienne, qui profite plus que jamais de ces exportations. Vers la Chine, les Européens et d'autres Asiatiques, bien que principalement vers la Chine. Et où vont ces engrais ? Si l'on regarde les données d'importation, on voit d'abord qu'aucun pays n'a même approché la Russie pour approvisionner le Brésil en engrais et fertilisants. Et deuxièmement, que les États qui avaient la Russie comme principal fournisseur en 2022 sont Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe et Tocantins. Ou la Russie étant le deuxième fournisseur en Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais et Paraná. En d'autres termes, la Russie approvisionne l'agrobusiness brésilien. Et même si certains qui sont anti-Russie le souhaitent, la vérité est qu'il n'existe aucune alternative dans le monde au même prix que les engrais russes. Parce qu'une chose que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'en prenant cette zone de production alimentaire, en traçant une sorte de bande qui engloberait cela, de l'intérieur du Rio Grande do Sul en remontant jusqu'à Rondônia à l'ouest et au Maranhão à l'est, nous verrons qu'une grande partie de ce territoire serait naturellement hostile à la production agroalimentaire, ce qui fait que cette région a besoin de compenser cette hostilité avec des engrais, et beaucoup d'engrais. En fait, le Brésil est le deuxième pays qui utilise le plus d'engrais au monde. J'ai déjà entendu des gens dire que c'est une terre merveilleuse, que tout ce qu'on plante pousse. Ce n'est pas vrai. Dans la majeure partie du pays, nous avons besoin d'engrais et de pesticides à grande échelle pour y parvenir. Ce qui rend la production plus coûteuse à son tour par rapport à d'autres pays comme l'Argentine et les États-Unis, qui ont des territoires naturellement plus propices à la production agricole et d'élevage. Mais comme la Russie a vendu d'énormes quantités d'engrais à un prix relativement bas, nous avons réussi à compenser cela depuis 2022. Remarquez que le prix par tonne des engrais dans les ports en janvier 2022 était bien plus élevé qu'il ne l'est maintenant. En juillet 2023, sur ces graphiques, on remarque aussi comment la Chine était déjà le plus grand acheteur du Brésil en 2021 et a encore augmenté cela en 2023 d'Onsic. Encore une fois parce que le Brésil a remplacé l'Ukraine et a été avantagé par les sécheresses en Argentine et aux États-Unis. Cette relation triangulaire constitue le centre de notre vidéo. Aujourd'hui, le Brésil, la Russie et la Chine font partie du même mécanisme commercial. Et il y a peu de choses que les États-Unis et l'Europe, et même le Brésil, s'ils le voulaient, pourraient faire pour briser cette chaîne. Le Brésil est hautement dépendant de l'importation d'engrais. Le chlorure de potassium est importé à 95%, l'azote à 80% et le phosphate à environ 60%. Du moins à court terme. Et plus la guerre durera, plus cet enchevêtrement russo-brésilien et chinois va se renforcer. Et ce lien avec la Russie, que ce soit directement, comme mentionné à cause des engrais, ou bien indirectement en raison de l'effet de la guerre. Parce que lorsque nous parlons d'exportation vers la Chine, la grande majorité concerne le soja, comme tout le monde le sait déjà, mais aujourd'hui cela va au-delà de ça. Le Brésil a considérablement augmenté sa participation sur le marché mondial du maïs. Et ce marché semble plus diversifié que celui du soja, parce que le soja, pratiquement tout va en Chine. Mais le maïs élargit la relation avec d'autres pays asiatiques. Les États-Unis, le Brésil, l'Argentine et l'Ukraine sont, de loin, les plus grands producteurs de maïs.
Mais les États-Unis, bien qu'ils produisent plus du double de maïs que le Brésil, en consomment beaucoup plus que les Brésiliens. Alors, pour la première fois dans l'histoire, le Brésil, bien qu'il produise moins que les États-Unis, va exporter plus que les États-Unis. Ainsi, le Brésil sera le leader mondial de l'exportation de maïs. Quant à l'Argentine, en plus d'être très en retard dans la production de maïs, elle a rencontré des difficultés à cause de la sécheresse. Crédit aux producteurs, accès aux pièces et aux machines, et ainsi de suite. Ce qui a nui à la fois à la production et à l'écoulement de cette production vers le marché mondial. Et l'Ukraine, comme je l'ai dit, est en guerre et sortira probablement de l'exportation de maïs à partir de l'année prochaine. Ce qui va encore renforcer la position du Brésil, qui à partir de l'année prochaine dominera le marché mondial du soja et du maïs, qui sont 2 des 4 principales céréales. Et pas seulement dans le maïs et le soja, mais aussi dans les protéines bovines, de poulet et de porc, ainsi que dans le coton, où l'acheteur dominant est également la Chine. Juste à titre de curiosité, les 4 principales céréales les plus consommées dans le monde que je mentionne sont le soja, le blé, le maïs et le riz. Autrement dit, le Brésil dominera 2 des 4 principales céréales les plus consommées dans le monde. De nombreuses personnes m'étonnent car elles reprochent à la Chine d'acheter le Brésil dans un supposé plan de domination communiste, alors que ce n'était pas le cas. Non seulement il est ridicule d'appeler la Chine communiste, mais la Chine n'est pas en train d'acheter le Brésil, elle achète au Brésil. Et en plus, jamais dans l'histoire du Brésil, une nation n'a investi autant d'argent sur le territoire brésilien que les Chinois. Et contrairement à d'autres pays, ils ne se préoccupent absolument pas et ne s'immiscent pas du tout dans les affaires internes du Brésil. La logique chinoise est essentiellement « tant que tu vends, j'achète ». En plus de cela, comme je l'ai dit auparavant, les États-Unis. Si tu regardes leur littérature sur la sécurité et la géopolitique, tu verras qu'ils ne se sont jamais vraiment préoccupés de l'Amérique du Sud dans son ensemble, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ils ne savent tout simplement pas quoi faire, ni comment gérer la montée du commerce chinois ici. Et à ce qu'il paraît, ils ne sont peut-être même pas si inquiets que ça, malgré tout. De toute façon, comme je l'ai mentionné l'année dernière, que ce soit Bolsonaro ou Lula, la géopolitique allait primer sur l'idéologie. Et la géopolitique du Brésil s'est éloignée de l'axe de l'Atlantique Nord parce qu'elle a été attirée par la géopolitique chinoise. En même temps, voyez-vous, en même temps qu'elle a été repoussée par la géopolitique des États-Unis et des pays européens. Donc tout changement que le G7 pourrait vouloir du Brésil devrait viser le long terme. Parce que, à court et moyen terme, le Brésil est déjà profondément lié à la Russie et à la Chine. N'ayant pas beaucoup d'options, pour l'instant, pour éviter cela, même s'il le voulait, je doute que le Brésil veuille vraiment changer cette relation triangulaire. Ainsi, la pression du bloc de l'Atlantique Nord, ne pouvant pas attirer le Brésil, devra probablement exercer une pression sur le Brésil. Surtout à travers des thèmes environnementaux et écologiques qui touchent principalement le talon d'Achille du Brésil, à savoir l'agrobusiness. Parce que si l'on touche à l'agrobusiness, on touchera profondément le Brésil. Et sur cette base, ramener le Brésil en arrière. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tous vos proches. Votre aide est absolument fondamentale pour que je puisse continuer à vous apporter du contenu géopolitique authentique. Et n'oubliez pas non plus de jeter un œil à mon autre chaîne, Horizon Futuriste, où je parle de science, de technologie, de futurisme et de science-fiction. Merci à tous, je vous embrasse et à la prochaine vidéo.